Les coups frappés à ma porte d'entrée ont retenti avant le lever du soleil. J'ai ouvert pour découvrir un adjoint du shérif tenant une notification d'expulsion à mon nom. De l'autre côté de la rue, mon propre gendre était appuyé contre une Porsche flambant neuve, en train de me filmer avec son téléphone. « Dépêche-toi, le vieux !» cria-t-il. « Cette maison est à nous maintenant. » Je n'ai pas crié, je n'ai pas paniqué. J'ai regardé les papiers, puis j'ai posé une seule question à l'agent, et son visage est devenu livide. Avant de vous dire ce que je lui ai demandé, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez cette vidéo. Et si vous avez déjà eu affaire à une famille qui confondait votre gentillesse avec de la faiblesse, cliquez sur « J'aime ». Je m'appelle Charles Moreau, j'ai 70 ans, je suis un ancien ingénieur en chef dans l'industrie pétrolière, veuf, et je vis seul sur 5 acres de terrain à l'extérieur d'Austin, au Texas. C'était un mardi, je venais à peine de me verser une tasse de café lorsque les coups ont commencé. L'adjoint Miller se tenait sur mon paillasson, un dossier cartonné couleur manille pressé contre sa poitrine, incapable de me regarder dans les yeux. « Monsieur Moreau, je suis désolé de faire ça », dit-il en me tendant la notification. Expulsion ordonnée par le tribunal. Je l'ai prise. De l'autre côté de la rue, Julien Sutton, mon gendre de 42 ans, habillé comme le magnat d'une start-up qu'il prétendait être, me filmait avec son téléphone levé bien haut en riant. À côté de lui se tenait ma fille, Émilie, 38 ans, agente immobilier qui connaissait le droit de la propriété mieux que la plupart des avocats. Les bras croisés, les yeux baissés, un petit sourire satisfait au coin des lèvres. Il y a 30 ans, j'avais construit cette terrasse de mes propres mains pour qu'Émilie ait un endroit sûr où jouer. Et maintenant, elle me regardait être chassée de cette même terrasse avec plaisir. Ils pensaient avoir acculé un vieil homme sans défense. Ils n'avaient aucune idée de la personne à qui ils avaient affaire. Pendant 35 ans, j'ai géré des plateformes de forage offshore, des opérations de plusieurs milliards de dollars où une seule anomalie ignorée pouvait tuer des gens. Je ne panique pas, j'observe, je calcule, je survis. Et en regardant le sourire arrogant de Julien et l'indifférence glaciale d'Émilie, toute la chaleur paternelle qu'il me restait s'est simplement évaporée. Je me suis tourné vers Miller, j'ai ajusté mes lunettes et j'ai lu la première ligne de la notification, déposée par Sutton Holdings, affirmant la pleine propriété de mon terrain. J'ai doucement ri. « Agent Miller », ai-je dit d'une voix calme et posée. Cette propriété a été placée dans une fiducie irrévocable et sans droit de regard en 2018. Je ne peux légalement ni la vendre, ni la transférer, ni l'utiliser comme garantie. Même moi, je ne peux pas le faire. Alors j'ai besoin que vous me disiez exactement quel document falsifié mon gendre a utilisé pour convaincre un juge de signer cette ordonnance. Miller a cessé de respirer. La couleur a quitté son visage. Il n'était pas simplement encore en train d'exécuter une expulsion. Il venait d'être utilisé comme un instrument dans un crime fédéral et il le savait. « Monsieur, je ne fais que traiter ce que le greffier du comté me remet, » balbutia-t-il. Il y avait la signature d'un juge. Tout semblait normal. « Je sais, mon garçon. » ai-je répondu. Mais des documents standards ne peuvent pas annuler une fiducie irrévocable. Celui qui a déposé ça a commis un parjure et présenté des documents falsifiés devant un tribunal fédéral. Il a reculé de ma porte. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse ? Attendez, ai-je dit, ne transmettez pas encore l'information par radio, restez simplement ici et laissez-les croire qu'ils ont gagné. De l'autre côté de la rue, Julien continuait de filmer. Émilie lui a murmuré quelque chose à l'oreille en souriant. Ils étaient certains d'avoir commis le crime parfait. Pour comprendre à quel point ils en étaient certains, vous devez savoir comment tout cela avait commencé. 4 mois plus tôt, par une nuit pluvieuse de novembre. Il était passé minuit lorsque la sonnette a retenti. J'ai ouvert la porte et découvert Émilie et Julien trempés et apparemment anéantis. Je les ai fait entrer et leur ai préparé du thé. Julien a expliqué que sa start-up était en train de s'effondrer. Un procès malveillant avait gelé ses actifs et sans prêt bancaire avant la fin de la semaine, ils allaient tout perdre. Émilie m'a pris les mains. Elles étaient glacées. « Papa, s'il te plaît, maman t'a toujours dit de me protéger. Ne nous laisse pas tout perdre. » Invoquer ma défunte épouse m'a frappé en pleine poitrine. Sur son lit de mort, elle m'avait fait promettre de prendre soin de notre fille. Et Émilie savait exactement sur quel bouton appuyer. J'ai proposé de l'argent, de liquider certains fonds, d'écrire un chèque. Julien a secoué la tête. L'argent liquide ne nous aidera pas. La banque a besoin d'une garantie à long terme. Nous devons simplement transférer temporairement les droits de gestion de la propriété à ma société holding. C'est une procédure standard pour éviter les droits de succession. Tu continues à vivre ici. Rien ne change. Cela semblait plausible. Julien parlait couramment le jargon des affaires et Émilie continuait de pleurer. Et je regardais ma fille en ne voyant que la petite fille que j'avais élevée. J'ai accepté. Je n'avais aucune idée que je venais d'accepter de signer mon propre arrêt de mort.
Le lendemain matin, Julien est arrivé avec un notaire nerveux nommé Marc et 50 pages de textes juridiques particulièrement denses. Les premières pages correspondaient à ce dont nous avions parlé. Création d'une LLC familiale. Moi en tant que bénéficiaire passif. J'en ai lu suffisamment pour leur faire confiance, puis j'ai signé aux endroits indiqués par les onglets jaunes. Les yeux fatigués, le cœur lourd à cause des larmes de ma fille. Enfoui au milieu de cette pile se trouvait une seule page que je n'ai jamais lue attentivement. Un acte de renonciation à la propriété. En le signant, je ne transférais pas les droits de gestion. Je cédais la totalité de la propriété de mes 5 acres à la société holding de Julien, gratuitement. Au moment où j'ai posé le stylo, toute l'attitude de Julien a changé. Il a attrapé les documents avant même que l'encre ne sèche, m'a remercié avec une intensité troublante et s'est précipité hors de la maison. Cet après-midi-là, Émilie m'a appelé. Sa voix semblait étrangement calme pour une femme qui sanglotait encore 12 heures plus tôt. Un petit doute froid s'est installé dans mon esprit. Je l'ai ignoré. 2 semaines avant que Miller ne frappe à ma porte, ce doute est devenu une certitude. Je taillais les rosiers de ma défunte épouse lorsque j'ai remarqué un homme portant un casque de chantier qui installait du matériel d'arpentage près de mon portail. J'ai supposé qu'il s'agissait d'un géomètre du comté. Je suis allé vers lui pour le corriger. Il ne travaillait pas pour le comté. C'était un entrepreneur privé engagé par First National Bank pour réaliser une expertise commerciale parce que selon son dossier, cette parcelle devait être entièrement démolie le mois suivant afin de construire un complexe commercial de luxe. Le demandeur officiel était Sutton Holdings. J'ai gardé une voix calme et l'ai remercié pour son temps. Puis je suis retourné dans la maison et j'ai appelé Émilie. On entendait du jazz bruyant et des verres qui s'entrechoquaient en arrière-plan. Pas l'ambiance d'une start-up qui luttait contre la faillite. Elle a balayé l'arpentage d'un revers de main, affirmant qu'il ne s'agissait que de formalités administratives, puis elle a raccroché, agacée. J'ai entendu les mots « poudre fraîche au sommet » à travers le bruit. Ils étaient en train de skier à Aspen un mardi. J'ai fait les calculs comme je l'aurais fait face à une vanne sous pression défaillante. Une entreprise supposément noyée sous les dettes venait d'acheter une Porsche neuve et de s'envoler vers une station de ski. Les chiffres ne correspondaient pas. Ils n'étaient pas ruinés. Ils avaient de l'argent parce qu'ils ne voulaient pas d'un prêt. Ils voulaient le terrain. Et ils l'avaient déjà. Cette nuit-là, je me suis rendu chez eux. Leur maison de ville était vide. Et j'ai fait ce qu'un ingénieur fait lorsqu'il soupçonne une défaillance catastrophique. Il ne demande pas un aveu. Il inspecte les déchets. J'ai récupéré 2 sacs poubelles dans leur bac de recyclage, du courrier indésirable et un sac rempli de papier passé dans une déchiqueteuse. Julien avait une déchiqueteuse. Il avait sous-estimé un homme qui avait passé sa carrière à reconstituer des fissures de contrainte. J'ai passé cette nuit-là sur le sol de mon salon avec une pince à épiler et du ruban adhésif à reconstruire des milliers de petits fragments de papier sous la lumière d'une lampe de bureau. À minuit, j'avais entre les mains une chaîne d'emails intitulée Project Sanctuary Acquisition, le surnom donné à ma maison dans le cadre de sa propre démolition, ainsi qu'un prospectus financier, un projet de développement commercial de 3,5 millions de dollars, mon adresse exacte, les limites exactes de ma propriété, ma maison programmée pour être entièrement démolie dans les 30 jours. Ce n'était pas un homme désespéré qui essayait de sauver son entreprise. C'était prémédité, planifié 8 mois à l'avance, bien avant cette nuit pluvieuse de novembre où ils avaient pleuré autour de ma table de cuisine. Les larmes, le faux notaire, l'histoire des droits de succession, tout n'était qu'une pièce de théâtre répétée pour obtenir un véritable acte de renonciation à la propriété dissimulée au milieu de faux documents. Mon premier instinct a été de me rendre chez eux et de leur hurler la vérité au visage. Ma formation m'en a empêché. On ne frappe pas une conduite sous pression avec un marteau. S'ils apprenaient que j'avais découvert la fraude, ils feraient disparaître les preuves, transféreraient l'argent à l'étranger et me feraient passer pour un vieil homme confus devant un tribunal. J'avais besoin d'un moyen de pression, pas de rage. J'ai appelé un ancien contact de l'époque où je travaillais dans l'ingénierie, un requin du droit nommé Victor Valmont, aujourd'hui à la retraite, qui m'a orienté vers Antoine Brook, un avocat spécialisé dans les litiges immobiliers au centre-ville d'Austin. Je me suis rendu en ville sous une fausse identité avec un téléphone prépayé, puis je me suis garé à plusieurs rues de son cabinet avant de tout lui exposer. Les documents déchiquetés, l'arpentage, la chronologie. Brooks a tout lu puis m'a posé une question. Êtes-vous certain de vouloir la guerre? Je lui ai répondu que je voulais les détruire complètement. Il a récupéré l'acte de renonciation réellement déposé dans les archives du comté et a tout confirmé, y compris le fait que Marc, le notaire, avait sauté une étape légalement obligatoire. Me demander à voix haute si je comprenais que je renonçais à la propriété. Une exécution frauduleuse classique. Mais Brooks a ensuite découvert quelque chose d'encore pire. Julien avait apporté cet acte volé directement à First National Bank et l'avait utilisé comme garantie pour obtenir un prêt commercial de 2,5 millions de dollars, versé sur un compte offshore. Cela expliquait la Porsche. Cela expliquait Aspen. Ce n'est plus seulement un acte de propriété volé, dit Brooks. C'est une fraude bancaire et une fraude électronique fédérale. Des décennies de prison.
C'est à ce moment-là que je lui ai révélé la pièce qu'il ignorait encore. En 2018, après le diagnostic terminal de mon épouse, nous nous étions assis ensemble et avions pris une décision. Nous aimions Émilie, mais nous n'étions pas aveugles face à ses faiblesses. Nous avions donc transféré la totalité des 5 acres dans une fiducie irrévocable et sans droit de regard, avec un fiduciaire indépendant. J'étais désigné comme bénéficiaire passif. Je pouvais y vivre jusqu'à ma mort, mais je n'avais aucun pouvoir légal pour vendre, hypothéquer ou transférer le terrain. Même moi, je ne pouvais pas le donner. L'acte de renonciation que Julien m'avait forcé à signer ne valait rien. Il avait volé un actif qui juridiquement n'existait pas comme quelque chose que je pouvais lui donner. Il avait fraudé une banque fédérale en utilisant un actif fantôme. Brooks a réellement ri, un rire sombre et incrédule. Votre gendre ne vous a pas volé. Il a volé le gouvernement fédéral. Nous avons décidé de ne pas appeler le FBI tout de suite. Nous allions laisser Julien poursuivre la procédure d'expulsion. Le laisser remettre l'acte frauduleux à un policier. Cela rendrait son intention criminelle indéniable. Mais j'avais encore besoin de prouver la complicité d'Émilie. Pas seulement le complot de Julien, sa participation volontaire. J'ai donc acheté un petit enregistreur de la taille d'une boîte d'allumettes avec transmission en direct et je suis rentré chez moi pour jouer le rôle qu'il pensait déjà que je jouais. Un vieil homme fragile sombrant dans la démence. J'ai appelé Émilie par le prénom de sa mère décédée. J'ai laissé mes clés dans le réfrigérateur. Je me suis plaint de douleurs à la poitrine qui n'existaient pas. Ils ont cessé de me surveiller. Ils pensaient que la bataille était déjà gagnée. Un jeudi, en faisant semblant d'être malade, j'ai invité Émilie à prendre le thé. J'ai délibérément renversé le thé, murmuré des excuses et laissé mes mains trembler. Elle a regardé sa montre 3 fois puis s'est excusée pour aller aux toilettes afin de passer un appel. J'ai collé mon oreille contre la porte et je l'ai entendu siffler à Julien. Il perd complètement la tête. Nous n'avons même pas besoin de nous inquiéter qu'il conteste l'expulsion. Il sera dans une maison de retraite avant que les bulldozers n'arrivent. C'était la fin de ma compassion. Alors qu'elle était encore dans la salle de bain, j'ai glissé l'enregistreur dans une poche zippée à l'intérieur de son sac à main de créateur. Cette nuit-là, seul dans mon bureau, avec un verre de bourbon, j'ai écouté. Julien et Émilie se vantèrent de leur plan. Ils préparaient un deuxième transfert bancaire avant que le vieux fou ne remarque que ses comptes avaient été compromis. Puis la voix d'Émilie est revenue, plus froide que tout ce que j'avais jamais entendu venant d'elle. Annule ses médicaments pour le cœur une fois qu'il sera placé dans un établissement public. Sans eux, son cœur lâchera dans le mois. Ensuite, il garderait les 2,5 millions de dollars, libres de toute dette. C'était l'enregistrement que j'avais chargé sur mon téléphone. Le matin où l'adjoint Miller s'est présenté sur mon Porsche avec les papiers d'expulsion, Julien a klaxonné depuis l'autre côté de la rue. « C'est fini, boomer. Une équipe de démolition nous attend. » Miller a tendu la main pour m'éloigner de mon propre Porsche. Je n'ai pas bougé. « Avant de commettre la plus grosse erreur de votre carrière, lui ai-je dit, je veux que vous entendiez ce que ma fille a dit hier soir. » J'ai connecté mon téléphone à une enceinte Bluetooth cachée parmi les fougères du Porsche et j'ai lancé l'enregistrement à plein volume. La voix d'Émilie, se vantant du transfert bancaire, a retenti dans toute la rue silencieuse. Puis la voix de Julien. Il se vantait que l'idiot avait signé sans lire les petits caractères, qu'ils avaient obtenu 2,5 millions de dollars contre un actif fantôme et que l'argent serait à l'étranger mardi. Miller a reculé. Julien s'est figé derrière son volant. Puis est arrivée la deuxième partie de l'enregistrement. La voix d'Émilie, plate et clinique, expliquant exactement comment laisser mon cœur s'arrêter sans médicaments une fois que j'aurais été placé dans un établissement public. Le dossier est tombé des mains de Miller. Les voisins sont sortis sur leur pelouse. Julien a tenté de fuir, renversant du café sur ses propres jambes dans sa panique, mais il était coincé dans l'allée. Émilie était figée. Le masque était enfin tombé. « Agent », ai-je dit, « je crois que vous avez maintenant suffisamment de preuves pour établir une cause probable de conspiration en vue de commettre un meurtre. » En plus de la fraude, Miller a appelé les autorités. Quelques instants plus tard, 3 SUV noirs ont bloqué la rue. Antoine Brooks avait fait venir le FBI qui attendait déjà. Les agents fédéraux ont plaqué Julien contre le capot de sa propre Porsche désormais ruinée et lui ont lu ses droits. Fraude bancaire, fraude électronique, conspiration contre une institution assurée par le gouvernement fédéral. Émilie s'est effondrée à genoux lorsqu'un agent a sorti les menottes, me suppliant de les arrêter, de leur dire que c'était une erreur, qu'elle était toujours ma petite fille. Je n'ai pas bougé du Porsche. « Tu n'as pas seulement essayé de voler ma maison, lui ai-je dit. Tu as planifié ma mort pour quelques millions de dollars. Tu t'es assise dans ma cuisine, tu as bu mon thé et tu as calculé combien de temps il faudrait à mon cœur pour s'arrêter sans médicaments. Puis, en regardant Julien menotter contre sa propre voiture, j'ai porté le coup final. Vous n'avez jamais effectué de recherche de titre. Cet acte ne vaut rien. J'ai placé ce terrain dans une fiducie irrévocable en 2018. Je n'aurais pas pu vous le donner même si je l'avais voulu. Vous avez commis une fraude fédérale en utilisant un actif fantôme de 2,5 millions de dollars.
J'ai tourné le dos aux lumières clignotantes et aux cris et je suis rentré chez moi, verrouillant la porte derrière moi. 6 mois plus tard, tout était terminé. Le procès avait révélé toute l'histoire. L'acte falsifié, les transferts offshore et devant le tribunal, la propre voix enregistrée d'Émilie expliquant comment laisser le cœur de son père s'arrêter. Le jury a délibéré moins de 3 heures, 25 ans chacun, sans possibilité de libération conditionnelle. La banque a saisi tout ce qu'il possédait, la Porsche, la maison de ville, tous les sacs de créateurs qu'Émilie avait achetés avec l'argent volé. J'ai dissous la fiducie, vendu les 5 acres à une société de développement éthique pour 5 millions de dollars et j'ai complètement quitté le Texas. J'ai acheté un penthouse à Miami avec vue sur l'Atlantique. J'ai reconstruit mon corps, mon esprit, mes matinées et j'ai utilisé une partie de l'argent pour créer une œuvre caritative médicale au nom de ma défunte épouse afin d'aider les patients âgés à payer précisément les médicaments qu'Émilie avait prévu de me retirer. Parfois, les prédateurs les plus dangereux ne passent pas par une fenêtre. Ils ont une clé de la porte d'entrée et ils vous appellent famille. Le pardon est une vertu, mais protéger votre vie et votre héritage est un devoir. Vous pouvez aimer votre famille tout en refusant de lui remettre les clés de votre propre survie. Si l'histoire de Charles vous a tenu en haleine jusqu'à la fin, cliquez sur j'aime et dites-moi dans les commentaires, auriez-vous fait la même chose?